Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans Maghreb Express qui fait son retour. Aujourd'hui nous partons en Tunisie où on emprunte au registre des catastrophes naturelles pour qualifier les résultats du premier tour de l'élection présidentielle anticipée suite à la mort de l'ancien président tunisien Béji Caïd Essebsi fin juillet. Deux ovnis politiques, deux candidats dits anti-système se sont qualifiés pour le second tour sur fond d'abstention record et de dégagisme. Kais Saïed, 61 ans, un juriste partisan de la peine de mort, sans aucune assise politique ni financière, est arrivé en tête avec 18,4% des voix. Il est suivi par Nabil Karoui, 56 ans, un magnat, patron d'une chaîne de télévision privée, qui présente une particularité, il est en prison depuis la fin août, accusé de corruption. Quelles leçons tirer de ce scrutin? Où va la Tunisie? On en débat avec nos trois invités, trois spécialistes de la Tunisie. Déborah Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, vous partagez votre temps entre Sciences Po Aix-en-Provence, le HESS et l'École normale supérieure à Paris. Vous auscultez la vie parlementaire tunisienne, vous avez beaucoup écrit sur les partis politiques tunisiens ou encore sur l'Assemblée constituante. À vos côtés, Ouda Ben Hamouda, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne en relations internationales. Votre spécialité, c'est notamment les relations entre les pays du Maghreb et l'Union européenne. Vous avez également travaillé sur les élites économiques tunisiennes. Vous êtes franco-tunisienne. Vous vous engagez d'ailleurs pour la première fois en politique en rejoignant une liste des Tunisiens de l'étranger aux législatives sous l'étiquette du parti de gauche État catholique. Irène Carpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe. Vous êtes une fine connaisseuse du sud tunisien que vous avez beaucoup étudié et des régions déshéritées. Vous avez notamment étudié les logiques régionales et locales des différents scrutins depuis 2011. Première question, est-ce que vous êtes tombé de votre chaise à l'heure des résultats du premier tour de l'élection présidentielle tunisienne? Alors, pas complètement. Je pense qu'il y a une part d'attendu et une part d'inattendu dans ce scrutin. Comme on pouvait s'y attendre, le taux de participation est assez faible. Et on constate que les électeurs ont infligé un camouflet cinglant, à mon avis, aux principaux partis politiques qui dominent la scène, depuis la Révolution. C'est une tendance lourde de la vie politique tunisienne qu'on avait déjà vue lors des élections municipales en 2018. Et les deux candidats, à mon avis, qui arrivent au second tour, les deux finalistes, étaient tout de même relativement pressentis par les sondages de Sigma en particulier. Et Nabil Karoui était évidemment le favori des sondages, au point même que la loi électorale avait été dessinée presque sur mesure pour contrer sa candidature. Oui, puisqu'il a été arrêté 10 jours avant le début de la campagne, en août. Et quelques semaines plus tôt, les députés avaient planché sur une loi électorale qui visait à l'empêcher de se présenter. Loi qui aurait dû être promulguée. Béji Caïd Essebsi devait le faire, semble-t-il, mais sa mort a suspendu, en tous les cas, cette promulgation et a conduit à cette arrestation qui a fait aujourd'hui son succès également. Je pense qu'on a quand même une tendance qui était depuis longtemps aussi à ce rejet, en fait, à cette déception vis-à-vis des partis principaux, des partis de gouvernement qui sont en fait alliés, donc les deux principaux partis, Nida et Nahda, qui sont alliés donc depuis longtemps et qui ont contribué en fait à cette déception des électeurs qui s'est aussi manifestée en fait par un double rejet, à la fois donc par le faible taux de participation qui est quand même assez, la participation est de plus en plus faible en fait depuis la Révolution, elle ne cesse de décroître, et en même temps ce rejet donc des grands partis qui est une tendance qui s'était déjà affirmée effectivement lors des municipales, avec en particulier le phénomène des indépendants qu'on avait vu, des listes indépendantes qui s'étaient multipliées dans toute la Tunisie et qui avaient concurrencé régulièrement les grands partis. Donc on peut ici voir aussi une continuité en fait dans ce résultat. Ouda, vous avez été surprise? J'ai été surprise, mais je pense que c'est parce que je n'étais pas assez sur le terrain. Et quand l'électorat tunisien à l'étranger, pas qu'en France, n'a pas les mêmes informations, la même circulation. Et c'est vrai que Kais Saïed a fait une... Autant Nabil Karoui est plus présent sur le champ international, que Kais Saïed était moins présent,
alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu un électorat suivi peut-être par des réseaux familiaux, mais donc oui, tout en sachant les sondages, par mon entourage et par des amis, des collègues, je le sentais. Autant Nabil Karoui, je n'avais aucun doute, autant Kais Saïed a été une surprise. C'est vrai que du coup, Kais Saïed, il a été un petit peu, il est un peu passé à la trappe quand même. Il a peut-être même pas été pris au sérieux, y compris par vous, les chercheurs. Il a fonctionné avec des circuits en fait de communication très différents. Il s'est peu répandu, on va dire, dans les médias. Il a donné très peu d'interviews. C'est très difficile, en fait, d'avoir vraiment les positions officielles de Kais Saïed. On voit depuis les résultats, les interviews se sont multipliées parce que les gens, finalement, essayent de comprendre qui est Monsieur Kais Saïed, qu'est-ce qu'il veut, quel est son programme. Parce qu'en fait, il est passé par d'autres types de canaux. Il a travaillé... Alors là, il faudrait plus d'analyse, évidemment, parce qu'en fait, on manque un peu d'informations sur réellement comment est-ce qu'il a procédé pour faire cette campagne. Il y a déjà tout un récit qui a été mis en place sur son côté un peu austère, le professeur qui se promène avec sa petite voiture dans les cafés, qui parle aux jeunes. Également aussi le nombre de militants qu'il a, qui sont des bénévoles étudiants. Voilà, après, est-ce que c'est vrai? Mais voilà, on dit qu'il a 20 000 étudiants qui le soutiennent, qui sont mobilisés, que ce soit sur les réseaux ou sur le terrain. Sur le terrain. En fait, une de ses spécificités, je pense, c'est aussi qu'il a ciblé les quartiers périurbains, qui étaient la terre d'élection des Nardas en 2011. Et c'est là qu'il a fait un énorme travail qui consistait à aller au peuple, en fait, en quelque sorte, à mon avis, et à aller entourer de cette équipe de jeunes, de diplômés, dans lesquels peuvent se reconnaître aussi les gens et les enfants, en fait, des gens qui habitent ces quartiers périurbains. Il est allé discuter avec les gens et essayer d'expliquer... d'après ce qu'on en voit aujourd'hui, comment est-ce que les gens pouvaient prendre le pouvoir. Et il est allé défendre un modèle de démocratie extrêmement à la fois radical, à la fois décentralisé, et qui était quand même un peu, à mon avis, en continuité avec les revendications qui avaient été portées par ces gens qui habitent dans ces quartiers périurbains, et puis aussi des gens qui habitent dans des gouvernorats ruraux, plus ruraux de la Tunisie, de ce qu'on appelle la Tunisie de l'intérieur, en fait, et qui étaient venus participer au sit-in de Casbah 1, Casbah 2 en 2011. Et puis, Irène, tu as complètement raison de parler de canaux différents de communication, d'un travail qui est différent. En fait, dans sa campagne, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de lieu clairement identifiable. Il n'y a pas de quartiers généraux, il n'y a pas Tout à fait. Et c'est une de ses particularités, c'est qu'il a fait une campagne à minima, sans parti politique, sans affiche, avec très peu de moyens, et l'ensemble des moyens qu'il a utilisés provenaient de sa poche uniquement, aucun réseau d'influence derrière lui. Il a fêté la victoire avec quelques proches autour d'une bouteille de soda. Enfin, c'est vraiment l'antithèse de l'homme politique, c'est quelque part... l'homme ordinaire. Enfin, il a tenu à se présenter un petit peu comme ça. Et il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est le fait qu'il soit le professeur de droit, le juriste. C'est quand même pas un inconnu. Il était présent dans les médias. Il a travaillé comme expert pour les médias pendant la période de la Constitution. Donc, voilà, il est connu. Parce que sa spécialité, c'est justement le droit constitutionnel. Donc, du coup, il a une image déjà forgée à travers les médias, de l'expert, du connaisseur du droit, de l'enseignant. Et c'est vrai que ce que vous disiez là, sur le fait qu'il soit en même temps enseignant et en même temps détenteur d'un savoir sur le droit, ça représente aussi des repères, ou on va dire une tradition tunisienne, depuis l'indépendance ou même avant, parce que la notion du destour, de la constitution, c'est quelque chose qui est très ancré en Tunisie, la notion de la loi et des élites qui ont un savoir du droit. On voit très bien que la première génération, pour Guy Bienne, c'est souvent des jeunes de loi, entre guillemets, des avocats, des magistrats, des juristes, qui prédominent la gouvernance. Donc c'est un référent qui est toujours là. L'enseignement, c'est aussi la fonction publique. Il y a un sondage pas un sondage, je veux dire, une estimation des électeurs qui est sorti récemment, j'espère que c'est juste, mais ils disent que 45% sont des fonctionnaires qui ont voté Kais Saïed. 45%, c'est énorme. Donc on a beaucoup parlé des jeunes. Et beaucoup de jeunes qui votaient pour la première fois, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas voté en 2014 pour la présidentielle. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas que les jeunes.
45% des fonctionnaires, ça veut dire aussi beaucoup de choses. C'est un référent, d'accord, mais ça veut dire aussi, moi je sais d'après mes enquêtes, et sûrement vous également, que quand j'allais interviewer des gens dans des ministères, il y avait aussi une incompréhension depuis 2011, de la gouvernance, de ce système de parti qui s'était mis en place. Et donc tout ça, ça rentre aussi en jeu, voilà. Alors vous l'avez dit, il est ultra conservateur sur le plan sociétal et il est ultra radical sur le plan institutionnel puisqu'il prône, alors pour les uns c'est de la démocratie directe, c'est radical, c'est magnifique, pour d'autres c'est une sorte de projet kadhafiste en décentralisant et en redonnant du pouvoir vers le bas, vers le peuple. Arrêtons-nous là-dessus, justement, parce qu'il y a une lecture très simpliste et très binaire qui est en train de se dessiner de ce côté-ci de la Méditerranée en particulier, qui nous présente un duel entre un islamiste, que serait Kais Saïed, qui serait même un intégriste, face à un libéral laïque, certes incarcéré, accusé de corruption. C'est une lecture, je crois, à côté de la plaque, on pourrait dire, ou en tout cas c'est aller vite en besogne. Saïed, c'est ça aussi, c'est un nouveau courant, on pourrait dire en Tunisie aujourd'hui, qui se retrouve, qui pourrait d'ailleurs faire de l'ombre aux islamistes des Nahda, qui se retrouve, qui défend un ultra-conservatisme sociétal et un hyper-légalisme sur le plan des institutions. Est-ce que c'est un petit peu votre analyse ? Je pense, c'est-à-dire qu'au-delà de la personne en tant que telle de Kais Saïed, il faut comprendre que ce qui est exprimé aussi dans ce vote, c'est une vraie rupture en fait par rapport à une classe politique, à un débat qui est un peu sclérosé justement sur ce clivage moderniste-conservateur, sur la place de la religion qui a toujours été au cœur d'un débat politique et qui a systématiquement écarté en fait les revendications qui avaient été portées par la Révolution, des revendications sociales, des revendications de justice spatiale également. Et justement, c'est-à-dire qu'on voit dans la géographie du vote également, dans les premières cartes qu'on a pu consulter du vote de Kais Saïed comme celui de Nabil Karoui, qu'on a, on voit l'intensité en fait des clivages et des fractures qui marquent en fait, qui traversent le territoire tunisien entre cette Tunisie du littoral de Tunis jusqu'à Sfax, ces gouvernorats de l'intérieur dont parlait Déborah. Et justement, je pense que c'est ce qui a fait d'une certaine manière la réussite de Kais Saïed, mais aussi de Nabil Karoui, on va dire dans le nord-ouest en particulier. Ils ont réussi à finalement s'adresser à cette marge, à ces populations qui sont systématiquement en fait mises à l'écart de toute cette transition démocratique. Et il y a eu donc un des sondages, je crois que c'était de Sigma Conseil, qui disait effectivement que près de 46%, je crois, des électeurs de Kais Saïed n'avaient pas voté en 2014. C'était un des éléments qu'on avait vu ressortir dans les analyses des élections précédentes, que les gouvernorats de l'intérieur en particulier avaient des taux d'abstention très importants. Et donc, de fait, il y avait un réservoir finalement de voix dans ces espaces-là. Et on peut aussi voir une continuité avec des listes comme Eshmi Hamdi en 2011 ou d'autres figures populistes qui ont pu, même si évidemment chacune a des spécificités, mais dans cette figure un peu... mais Saïed qui fait donc quasi 19% des voix, est-ce que lui, il est le tenant d'un nouveau courant qui viendrait faire de l'ombre aux islamistes? Je ne pense pas qu'il faut personnaliser, on va dire. C'est un courant qui est plus large et qui s'est incarné dans différents types de figures depuis 2011. Et c'est un rejet, en fait, de la forme qu'a pris cette transition politique avec ce type, cette alliance aussi entre le parti Nida et Nahda qui finalement ont rendu caduques les discours sur sur ce clivage moderniste conservateur puisqu'ils sont alliés au pouvoir. Dans ces cas-là, on va dire que c'est un clivage qui ne peut plus fonctionner directement. Donc je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut essayer de l'interpréter. Oui, c'est un petit peu tôt en fait pour dire si Kais Saïed va être capable de représenter une troisième voie ou un nouveau courant. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, le clivage entre islamistes et modernistes, c'est une ressource en fait qui fonctionne, qui est toujours réutilisée pour délégitimer des candidats. On va opposer, on va critiquer tel candidat, on va le taxer d'islamisme, on va dire que c'est le candidat caché des Nahda ou le candidat caché des ligues de protection de la Révolution. Mais je pense que ça agit surtout en fait comme une rhétorique de délégitimation. Kais Saïed, comme Nabil Karoui, ils sont allés
dans des endroits où il y avait, comme tu le dis Irène, un réservoir de vote important. Et ils ont utilisé pour cela des ficelles assez différentes. Nabil Karoui, c'est intéressant, il est allé faire campagne avec son association caritative, comme énormément de partis politiques l'ont fait depuis 2011. Moi, c'est ce que mes recherches sur les élections précédentes ont montré. C'est qu'il y a eu vraiment un enjeu il y avait un marché du caritatif, en fait, qui se mobilisait avant les élections de manière variée en fonction des partis, chaque liste avec ses spécificités. Et Kais Saïed a pris le contre-pied complet de cela, puisqu'il est allé avec des bénévoles parler de droit et pas proposer un programme, mais dire en fait aux gens, vous êtes le programme. Pour aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on voit aussi que cette notion de proximité est importante, puisqu'on voit que dans des gouvernorats, donc Safi Saïd fait 55% à Gafsa, puisqu'il est originaire de Gafsa, donc on a aussi une logique du candidat local. Oui. On a donc Safi Saïd, qui n'est pas Kais Saïd, donc, mais aussi Mrihi à Kasserine, qui obtient, je crois, près de 45% à Kasserine. Donc on a des logiques aussi ce régionalisme d'une certaine manière qui est aussi dans le cadre de cette discontinuité dont je parlais, disons tout à l'heure, qui à mon avis exprime aussi cette volonté d'avoir un candidat dont on se sent proche et qui n'est pas juste cette élite qui nous gouverne depuis 2011 et qui oriente la transition dans un sens... Alors, je voudrais vous citer un extrait d'une interview du juriste Yad Ben Achour, qui est considéré comme un des pères de la Constitution tunisienne, spécialiste du droit constitutionnel. Une interview qui a été donnée à notre consoeur du journal La Croix, Marie Verdier. Et j'aimerais que vous réagissiez là-dessus, parce que Yad Ben Achour adoube littéralement Kais Saïed, qui est son ancien étudiant. Je le connais bien, il est effectivement ultra-conservateur, mais il n'est pas islamiste et il ne fait pas de ses convictions personnelles des questions prioritaires. Il a pour immense qualité d'être foncièrement honnête avec une rigueur toute janséniste. Avec lui, la Tunisie aura un chef de l'État inattaquable et il va résoudre deux problèmes, écarter le candidat islamiste et nous débarrasser de l'actuel gouvernement sanctionné par les urnes. Comme tous ceux qui ont mal géré le pays ces dernières années, qui ont favorisé les faiblesses du régime démocratique, assumé le mauvais fonctionnement des institutions, affaibli l'État, emprisonné un candidat, favori en pleine campagne ou laissé la corruption prospérer, il y a un espoir qu'avec Kais Saïed, le paysage politique soit rénové. Sur le début de son texte, quand il parle d'islamisme, là, c'est pour répondre aux attaques. Et je pense que Déborah l'a répondu d'une certaine façon. Il faut arrêter de penser cette dichotomie modernisme et conservateur. Nabil Karoui et Kais Saïed, ils sont conservateurs, pour moi, traditionnels. En fin de compte, ils représentent une grande majorité des Tunisiens. Si on faisait un référendum sur la peine de mort, aujourd'hui, bon... Mais pour l'instant, en France. Non, mais ce que je veux dire, c'est même sur la question de l'homosexualité, ce sont, en fin de compte, ils portent des valeurs qui sont assez communes. Kais Saïed, lui, est ouvertement contre la dépénalisation de l'homosexualité, pour la peine de mort, contre depuis qu'il a gagné, il devient plus nuancé. Il a nuancé son propos. Il a nuancé son propos. Et puis, en plus, Nabil Karoui défend à peu près les mêmes propositions. Voilà, c'est ça. Il est tout aussi conservateur que Kais Saïed, sauf qu'il l'a peut-être moins affirmé, c'est moins ressorti. Et je pense que c'est juste une stratégie, en fin de compte, de les mettre en opposition dans ces... Voilà. Ils sont, en fin de compte, très proches en termes de... Je ne sais pas si Irène nous suit là-dessus, mais moi je les trouve très proches en fin de compte en termes de valeurs et de façon de se représenter les traditions tunisiennes. Donc là, après, sur ce qu'envisage Yad Ben Achour, sur dire qu'en fin de compte, alors c'est un homme droit, honnête, bon, écoutez, je l'espère, je ne connais pas le bonhomme, mais voilà, je souhaite que ça, mais c'est vrai que la difficulté pour Kais Saïed, en arrivant au pouvoir, c'est avoir une majorité. Et avec quelle majorité? Et vu, pour l'instant, les sondages qui sortent, il va être difficile d'avoir un groupe homogène. Et surtout, pour l'instant, c'est le parti de Nabil Karoui qui arrive en tête. Oui. Alors, précisons-le, le calendrier a été détricoté suite à la mort de Beji Caïd Essebsi. Et donc, les législatives qui, traditionnellement, en Tunisie, ont lieu avant la présidentielle, là, ont lieu entre les deux tours. Donc, le 6 octobre auront lieu les législatives. Et on n'a pas encore de date fixée pour le second tour de la présidentielle, mais elle aurait vraisemblablement lieu le week-end suivant, c'est-à-dire le 13 octobre, même si d'aucuns parlent aussi d'une présidentielle le même jour que la législative. Donc c'était cette précision que je voulais faire. Que votre réaction au propos de Yad Ben Achour qui adoube Kais Saïed? Bon, je pense que...
après les premières réactions, on va dire dès la publication des résultats, il y a eu beaucoup de paroles qui ont été données sur Kais Saïed en disant il serait salafiste, il serait islamiste. Donc il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont ressenti le besoin de témoigner pour dire non, c'est pas vraiment ce que vous pensez. Il est comme ça, je le connais depuis le temps, il n'a pas ce type d'affinité. Donc je pense que c'était aussi une position dans un débat qui s'est et après c'est-à-dire que le discours est assez fluctuant et la situation est assez difficile à lire, puisqu'au départ on a eu ce positionnement-là, puis après on a dit voilà, c'est le héros de la démocratie radicale locale, il a un projet de renversement, mais en fait la faisabilité réelle, et c'est ce que vous disiez finalement avec les législatives, quelle est la faisabilité réelle de ce projet qui est quand même fondamentalement différent de ce qui demande une révision de la Constitution, qui était quand même un des acquis principaux, on va dire, un des consensus sur lequel s'étaient mis d'accord l'ensemble des partis depuis 2014. Donc finalement, lui, il propose une réforme de cette constitution-là pour refaire complètement le système politique. Donc, quelle est la faisabilité ? C'est encore des choses qui sont un petit peu difficiles, on va dire, à cerner. Et sans doute surtout qu'il ne présente aucune liste pour l'instant. Il refuse même le concept des législatives. Il l'a encore répété hier. Du coup, on ne sait pas si les listes indépendantes qui sont aujourd'hui là soutiennent vraiment Kais Saïed, lesquelles. Alors ces législatives, elles vont profiter à qui ? Est-ce qu'elles vont profiter à quelqu'un comme Nabil Karoui qui a, lui, en revanche, un parti, Qalb Tounes, le cœur de la Tunisie. C'est ce parti-là sur lequel il s'était adossé pour mener campagne. Déborah, vous qui avez travaillé sur l'Assemblée constituante tunisienne, sur la vie parlementaire, un parti comme Ennahda qui est installé, est-ce qu'il subit un revers conséquent, ou est-ce qu'il faut relativiser ce revers-là, sachant que Ennahda a toujours été intéressé non pas par le pouvoir présidentiel, mais par le contrôle de la majorité à l'Assemblée? Je crois qu'il y a deux choses qui m'apparaissent assez importantes en ce qui concerne les élections législatives à venir. La première chose, c'est que l'inversion du calendrier électoral a fait que ces élections passent un peu à l'as, en fait, en quelque sorte. C'est les grandes oubliées de la séquence. On se concentre sur l'élection présidentielle et on a tendance à un peu oublier les élections législatives. Ce qui veut dire donc un potentiel taux d'abstention très fort. Un taux fort. d'abstention extrêmement fort. Ça va être très dur de mobiliser l'électorat une première fois pour le premier tour, une deuxième fois pour le second tour et une troisième fois. En fait, ça va être en quelque sorte le troisième tour de ces élections. Ce serait l'idéal que ce soit le 6 octobre. Et ce serait vraiment idéal pour avoir un taux de participation important, de réussir à mobiliser, à organiser le deuxième tour et les législatives en même temps. Mais du coup, c'est vrai que cette campagne des législatives est quand même largement occultée. Et cela d'autant plus qu'il y a tout ce débat sur le fait que Nabil Karoui soit encore emprisonné. On va y venir. Donc ensuite, la deuxième chose qui me semble importante, c'est que pendant les élections législatives, ce qu'on voit, c'est que quand même l'ancrage local des partis joue, le caractère local des candidats compte. Et là-dessus, ce qu'on voit quand même, c'est que Ennahda a un réservoir de voix qui est relativement important, parce qu'ils se sont structurés sur le territoire depuis 2011. Ils sont arrivés troisième, ils ont fait quasiment 14% à peu près. C'est ça. Ils ont réussi à faire au premier tour de cette présidentielle 400 000 voix, ce qui est certes un revers, mais un revers limité à mon sens. On voit qu'ils sont passés en 2011, c'était 1 500 000 voix, en 2014 c'était plus qu'1 million, et aujourd'hui... Et puis il faut dire qu'il y avait deux autres candidats, Nardaoui, voilà, c'est ça, à la présidentielle, donc ils étaient 3. C'était une famille qui était fragmentée. Après les législatives, je crois que c'est toujours... C'est ce qui intéresse le plus le mouvement Ennahda. D'ailleurs, la preuve en est qu'ils ont présenté que Rached Ranouchi, donc le président du parti, est candidat tête de liste à Tunis 1, et qu'ils sont sur une interprétation de la Constitution qui est de respecter la lettre de la Constitution, qui pose une assemblée des représentants du peuple avec des pouvoirs extrêmement étendus. Et en fait, le vrai pouvoir, il est là, il est à l'Assemblée, le président de la République, il a des pouvoirs qui sont limités. Et ensuite, ce qui va être intéressant de voir, c'est si celui qui va être élu président de la République au deuxième tour va être sur une interprétation, un respect de la lettre de la Constitution, ou sur une interprétation plus large, ou comme Béji Caïd Essebsi, il va essayer d'avoir des compétences plus étendues. Et d'ailleurs, une des questions qui se pose aussi avec ces élections législatives à venir, c'est la grande inconnue va être dans le fait qu'on ne va pas vers une impossible majorité aussi, au vu de ce qui est en train de se dessiner, puisque des indépendants qui rebattent les cartes,
des formations traditionnelles qui sont en recul, qui essuient un sérieux revers, ou en tout cas un certain revers pour la plupart d'entre elles du côté des modernistes. On risque d'avoir un paysage politique donc très très fragmenté, avec des coalitions difficiles à organiser. Est-ce que vous craignez ça à l'impossible majorité? Est-ce que c'est pas ça aussi le prochain défi du futur président, que ce soit Saïd ou Karoui? Moi, je pense que ça va être la difficulté. Si les sondages disent juste, on part sur vraiment une fragmentation, en fin de compte, avec en plus, si on suit les sondages, avec une position pour Narda en deuxième. Donc elle va devoir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais elle va devoir travailler avec peut-être le parti de Nabil Karoui. Qui lui est donné en tête. Qui lui est donné en tête actuellement. Et avec d'autres partis et d'autres indépendants, voilà, et d'autres comme Aïcha Tounes, qui sont pour l'instant classés 4e. Donc voilà, ça va être, je pense, difficile, mais ça peut être possible, parce qu'on est un pays, comme on dit, de compromis. Mais je ne veux pas être pessimiste, mais ça peut être possible, une coalition avec des indépendants. Voilà, il peut y avoir des stratégies après différentes. Est-ce qu'il y a des cercles de discussion qui vont sans doute être réactivés après ces élections? Ce qu'on avait vu se mettre en place en 2014, c'est-à-dire cette logique de consensus où en fait on se réunit, on dialogue. Alors ça peut aussi permettre aujourd'hui le fait de construire une majorité. Alors après la question c'est de savoir si c'est une majorité qui va être stable et qui va perdurer. Je pense que ça c'est un vrai enjeu. Alors l'autre grande incertitude, c'est qu'on a un candidat qui potentiellement peut être élu président de la République et qui se trouve derrière les barreaux d'une prison à Tunis, accusé donc de blanchiment d'argent, de fraude fiscale. C'est inédit dans les annales tunisiennes et je crois dans les annales mondiales. On pourrait dire que on doit avoir trouvé un ou deux cas quelque part en Afrique, mais la situation reste donc très inédite et très, très ubuesque. Donc cette détention fut sa meilleure campagne électorale. Alors qu'on se trouve face à un des scrutins qu'on peut saluer parce qu'il est véritablement libre et démocratique et que ça reste une exception dans le monde arabe aujourd'hui, est-ce que cette détention aujourd'hui n'est-elle pas en train d'entacher ce processus-là? De nouvelles audiences doivent se dérouler, mais pour l'instant, toutes les demandes de remise en liberté ont été rejetées par la justice. Qu'est-ce que vous en pensez, Ouda? Nabil Karoui, et comme vous le disiez précédemment, tout en étant en prison, a réussi à faire campagne et a réussi à arriver au deuxième tour. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on a un président qui est élu en prison? Il passe tout de suite de la prison au palais de Carthage? Normalement, il a l'immunité, donc il devrait sortir et pendant au moins son mandat, il serait. Après, mais bon, moi je suis pas spécialiste du droit. Le problème, c'est qu'on n'avait pas une loi électorale qui définissait assez, on n'avait pas une cour constitutionnelle qui était mise en place, et toutes ces difficultés sont liées en fin de compte au laisser-aller qui s'est déroulé dans le dernier mandat. Oui, donc, il y avait un flou en fin de compte qui permettait ça, et ce qui permet encore aujourd'hui d'avoir un candidat au deuxième tour qui est en prison. Mais moi, je pense que oui, il pourrait sortir. Et bon, là, il y a des négociations. Là, on en parlait, qui sont en train de se faire. D'autres candidats à la présidentielle pour essayer de le faire sortir pour la campagne, pour le deuxième tour. Pour moi, c'est difficile de répondre à ça parce que pour l'instant, on a l'impression de jour en jour, on apprend, oui, il y a un recours, il va peut-être passer. L'ISI fait une réunion en disant qu'on va le sortir, pas le sortir. Donc c'est vrai que c'est un peu. De fait, on n'a pas absolument tous les éléments. Et sans doute, il faut. Enfin, au niveau juridique, c'est très complexe parce que c'est pas forcément inscrit effectivement dans le code. C'était très flou. Ce cas-là est assez inédit, comme vous l'avez rappelé. Donc. C'est un peu compliqué. Après, mais est-ce que pour vous, ça entache le processus démocratique en Tunisie? Est-ce que pour vous, il aurait fallu le sortir de prison, ne pas l'incarcérer durant cette campagne, le laisser être candidat, puisqu'il est accusé de corruption depuis 2016. Enfin, les premières enquêtes sur lui remontent à 2016, donc c'était il y a quand même 3 ans. Il aurait fallu faire le nécessaire avant. Mais potentiellement, voilà, qu'est-ce qui se passe s'il est élu?
En fait, le problème, c'est que ça donne du grain à moudre à ceux qui vont contester les résultats de l'élection. Le fait que Nabil Karoui soit en prison. Nabil Karoui, effectivement, il y a des dossiers qui sont sérieux, l'enquête a été ouverte en 2016, enfin, la plainte a été déposée en 2016, mais là, c'est quand même un peu surprenant et un peu problématique, à mon sens, parce que ça donne pied à tout un ensemble de critiques qui vont pouvoir porter sur l'issue du scrutin. Moi, je pense que c'est ça qui est compliqué. Puis ça souligne aussi toutes les zones d'ombre du changement de régime tunisien, où voilà, on a cette cour constitutionnelle qui, si elle avait été formée dans les temps, aurait pu statuer. Et là, du coup, on est dans une situation où une loi électorale d'insécurité juridique, d'incertitude juridique. Donc on va pas faire de la politique fiction ici. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On a vu par contre qu'il y avait de plus en plus de personnes qui appelaient à sa libération, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. On a vu donc le candidat Zbidi qui a appelé récemment à je crois que c'était hier, a appelé à sa libération. Donc sans doute la pression va s'intensifier pour qu'il soit libéré. Après, parler, est-ce que ça a entaché ou pas le processus? Je pense qu'on est quand même dans une consolidation globale d'élections libres et que, comme vous l'avez rappelé, on a là, il y avait des flous juridiques. Nabil Karoui, il a des charges contre lui depuis 2016. Alors évidemment, les timings posent question, ça c'est évident. Mais bon, personnellement, moi, j'ai pas les éléments pour vraiment. Et je ne sais pas si beaucoup de gens les ont. Non, et puis il faut remettre ça en perspective. C'est 2011, c'est court en fin de compte. C'est récent. Voilà, il y a encore des choses à peaufiner sur la loi électorale là-dessous. Et on le voit aujourd'hui par cette campagne présidentielle. Il va falloir retravailler ou mettre en place une loi électorale qui précise vraiment, même sur le nombre de candidats qu'il y a eu au début. Voilà, sur même l'enregistrement de la candidature, il y a eu beaucoup de couacs. Voilà, il va falloir retravailler là-dessus, mais c'est tout jeune encore. C'est que la 4e séquence électorale depuis la Révolution, c'est quand même... C'est extrêmement peu, en fait. Et 8 ans, ça passe assez vite. Il est probable aussi que Nabil Karoui a en partie profité aussi en faisant ce discours d'un acharnement du système, ce qui lui a permis de faciliter sa posture comme un candidat anti-système, qui est quand même très discutable, on va dire, dans la mesure où c'est... Il fait partie du système. Voilà, c'est un pur produit du système. C'est un pur produit du système qui a réussi à se faire passer, on va dire, pour anti-système, ou du moins qui a pu se construire cette image-là politiquement auprès d'un certain nombre d'électeurs, du fait aussi de toutes ces affaires qu'il avait. Donc je pense que c'était aussi... ça s'est intégré, on va dire, dans sa campagne et dans sa stratégie électorale. Puis ça lui a aussi permis de se poser de s'opposer à Youssef Chahed et puis à Nida Tounes, alors qu'il avait fait campagne pour eux en 2014. Cette élection se joue entre deux morts, celle de Béji Essebsi et puis celle de l'ancien dictateur tunisien Zine Ben Ali, qui est décédé le 19 septembre dernier, quelques jours après le premier tour de cette élection, sans que cela ne suscite d'émotions particulières en Tunisie. Au contraire, c'est plutôt l'indifférence qui a prévalu. Je me tourne vers vous, l'historienne. Voilà, c'est la fin d'une ère. C'est un livre qui s'est refermé sur une des ères les plus sombres de la Tunisie. Je ne sais pas si c'est la fin d'une ère. Parce que je pense qu'il y a encore des choses qui restent du système de Ben Ali. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui aussi. Et surtout, ce taux d'absentéisme, parce que là, on parle depuis avant de Kais Saïd Nabil Karoui, mais c'est aussi le lien entre la citoyenneté et la mobilisation électorale. Et c'est aussi ça, c'est qu'on a été, que ce soit pendant la période de Bourguiba et Ben Ali, pendant longtemps sorti d'un système où on participait à la vie publique et où on était acteur de cette vie. Et je pense que depuis 2011, même s'il y a des tentatives de différents partis, etc., il est encore difficile d'avoir, je ne dirais pas éduqué, mais de mettre en place ce lien et de comprendre, en fin de compte, qu'est-ce que c'est être citoyen et acteur de... Voilà. Parce que 18-15%, ça fait 600 000, 500 000 voix. Il y a, je crois, 7 millions d'électeurs. 7 millions d'électeurs. Voilà, 7 millions d'électeurs. C'est tellement peu. On n'a pas calculé tous les autres, mais c'est tellement peu. Je crois, au total, ça fait 3 millions. Voilà. Donc, on est encore loin de... Après, bon, je pense... Et là, je réponds à une histoire internationale en s'insérant dans un monde plus connecté. On est aussi dans une crise du système... Ça va plus vite en Tunisie, voilà. C'est vrai que c'est deux disparitions qui sont symboliquement chargées de sens. Et puis je crois que ça marque aussi peut-être
pas la fin d'une ère, Voilà. mais peut-être la fin d'une génération, celle qui a fait la lutte pour l'indépendance. Et où du coup on voit aussi arriver sur le devant de la scène de nouvelles figures. Alors à mon avis, Nabil Karoui comme Kais Saïd, ça souligne aussi, enfin leur succès souligne aussi l'importance de la télévision nationale, puisque Kais Saïd il était expert qui passait souvent sur les plateaux de la télévision nationale, et Nabil Karoui il doit sa fortune et sa célébrité à la chaîne qu'il a créée Nesma auparavant. TV, chaîne qui a propulsé, qui a servi de tremplin en 2014 à Essebsi. Et puis aujourd'hui à Nabil Karoui. Et puis je crois qu'aussi ce que ça marque, c'est donc le fait que la mort de Ben Ali et la mort de Béjika Essebsi n'ait pas été à l'origine de violences, de mobilisation massive. Je crois que ça marque aussi une relative stabilité, une aspiration en tout cas au calme en Tunisie. Et ça, je pense que c'est quand même important de le souligner dans ce tableau en demi-teinte. On parle de séisme politique. Il y a aussi une aspiration au calme, à la paix sociale qui est frappante. Irène. Oui, c'est-à-dire, je pense que, bon, là encore, ces deux disparitions, enfin, la Tunisie a le sens du symbole. Disons, le président Béjika Essebsi qui est mort le jour de la fête nationale, Ben Ali qui meurt 3 jours après le premier tour de présidentielle. Et l'épouse de Monsieur Essebsi qui décède le jour du premier tour de la présidentielle. Merci à toutes les trois d'être venues nous éclairer sur cette situation politique. À très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express sur Mediapart.